Bonjour à tous et bienvenue pour notre premier épisode de cette saison 2 du confinement. Alors ici, pour aujourd'hui, je vous propose un cours accompagné d'un diaporama. C'est la solution qui me paraissait la plus pertinente pour commencer un nouveau chapitre, à voir si cela sera renouvelé ou bien si on optera pour une autre formule un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, je vous commence de commencer un nouveau chapitre, la métropolisation, un phénomène mondial différencié. Alors, avant de commencer l'introduction, je vous propose de vous expliquer comment j'entends fonctionner avec ce genre de travail. Ici, tout simplement, ce que je vous invite à faire, c'est avoir une feuille ou votre cahier de cours, tout simplement, et puis d'essayer de prendre tout ça en note. À la fin, voilà, vous pourrez repasser les passages si vous n'avez pas tout noté, etc. Mais essayez d'avoir une écoute active en prenant des notes, en prenant l'essentiel, et c'est comme ça que vous retiendrez le mieux. Je pense que j'exclus absolument pas de vous envoyer complètement le cours à la fin, mais j'estime que c'est important d'essayer de prendre le tout en note. Donc voilà. Donc maintenant, je passe tout de suite à l'introduction. Alors cette première partie là, vous voyez, accroche en lien avec l'actualité. Ça va plus, j'avoue, s'adresser aux premières générales qui, dans leur réponse à une question problématisée, ont une introduction à formuler. Et il est fait toujours bon effet de commencer une introduction par une petite accroche. Cette accroche, ça peut être sur un thème général, ça montre qu'on maîtrise le sujet sur lequel on va disserter. Bref, ici j'ai décidé de faire un lien avec l'actualité parce que ça me semblait franchement pertinent vu que cette actualité c'est la Covid et que c'est la Covid qui m'oblige à faire ce cours ici enregistré. Donc, je vous lis cette proposition et puis j'approfondis en même temps. Donc, la métropolisation, c'est une des conséquences les plus importantes de la mondialisation. Donc ici, je plante le décor, les deux mots-clés de notre chapitre, métropolisation d'un côté et mondialisation. Les deux sont l'un et l'autre, enfin voilà, inséparables pour quand on va parler de ce chapitre. Ici, donc, je décide ensuite de prendre comme exemple la Covid-19, qui en est le parfait témoin. En effet, voilà, celle-ci a profité de la multiplication des échanges pour se répandre dans le monde entier et s'est servi des métropoles pour s'introduire dans les pays. Et oui, en effet, donc ici, c'est parti de Chine, je vous rappelle, hein, d'accord, et en seulement quelques jours, quelques semaines, ça s'est répandu dans le monde entier. Et ça, c'est bien la preuve, la vitesse à laquelle justement ça s'est répandu, c'est vraiment un reflet de la mondialisation des échanges. Tout va très très vite, tout le monde communique avec tout le monde. Et voilà. Et ensuite, à chaque fois, pour rentrer la porte d'entrée dans la plupart des pays, ça a été tout simplement les grandes métropoles. Et c'est aujourd'hui, c'est je finis là-dessus, les métropoles qui sont d'ailleurs les plus touchées par l'épidémie. C'est logique, hein. C'est là où se font tous les échanges, c'est là où il y a le plus de monde, donc c'est là où circule le plus activement le virus. Alors, l'objectif d'une introduction, c'est bien sûr de présenter le sujet. Pour cela, ici, on va la découper en trois grandes idées. La première, c'est d'abord, après avoir montré en accroche la métropolisation et la mondialisation étaient deux phénomènes qui étaient liés, on va aussi lier la métropolisation à l'urbanisation. On est obligé, on ne peut pas comprendre, il ne peut pas y avoir de métropolisation sans ville. Et dans une première idée, ici, ça va être de comprendre que donc en fait, c'est l'urbanisation, c'est un phénomène ancien et continu qui progressivement est en train d'être remplacé, ou en tout cas vient se superposer par-dessus ce phénomène d'urbanisation, la métropolisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que les êtres humains aujourd'hui se regroupent de plus en plus dans les grandes villes, car c'est ici que se concentrent emploi, richesse et fonctions de commandement. Autant de notions qu'on développera un petit peu après. Alors, la deuxième idée ensuite, donc, c'est de faire comprendre que la métropolisation, c'est un phénomène de plus en plus important. Pourquoi? Parce que tout simplement, de plus en plus de territoires s'intègrent à la mondialisation, et c'est dans les métropoles que sont captés ces flux de la mondialisation. Je reparlerai de porte d'entrée de la mondialisation ici par les grandes villes. Mais on va aussi voir, toujours dans cette deuxième idée, que la métropolisation n'est pas la même partout. Elle touche tous les continents, quasiment tous les pays, mais pas du tout de la même façon. On va avoir dans les pays développés de grandes métropoles avec une influence mondiale, et derrière, en fonction de l'importance du pays, en fonction de l'importance du territoire autour de la métropole, eh bien toute une hiérarchie d'intégration à l'économie mondiale.
Donc ici, hein, voilà, donc j'illustre ça par deux images tout simplement, deux métropoles, Londres d'un côté, Mumbai de l'autre. Londres qui est avec sa skyline, son quartier d'affaires de la City, son London Bridge, Tower Bridge, pardon. Donc ici témoigne d'une ville parfaitement intégrée à la mondialisation, même une ville où les décisions qui y sont prises ont un impact sur le monde entier. Alors que de l'autre côté, vous avez Mumbai. Mumbai aussi, c'est une métropole. S'y concentrent les emplois, s'y concentre la richesse, les fonctions de commandement de l'Inde, mais on n'est pas sur une ville où les décisions prises ont une influence à l'échelle mondiale. Et aussi, on voit bien que la richesse est moindre, puisque j'ai fait exprès de prendre cette photo où on voit un bidonville à quelques kilomètres à peine de la skyline de Mumbai. Donc ici, voilà, donc ça témoigne vraiment de cette différence. On ne vit pas du tout de la même façon à Londres ou à Mumbai. Et enfin, dernière idée de cette introduction, bah, tout simplement, c'est la métropolisation pourrait apparaître comme quelque chose de fantastique, puisque c'est là où se créent les emplois, là où se crée la richesse. Mais malheureusement, on va le voir, ce phénomène de métropolisation a de nombreuses limites, et ces limites sont de plus en plus évidentes. La première, c'est la plus évidente, c'est la saturation de ces métropoles. À force d'accueillir toujours plus de personnes, elles sont aujourd'hui, voilà, victimes de leur succès en quelque sorte, hein. Ça entraîne un immense étalement urbain avec tous les inconvénients que ça a, notamment les bouchons, la pollution, et aussi un deuxième phénomène un peu moins connu mais tout aussi important, c'est la ségrégation socio-spatiale. Ainsi, dans ces villes toujours plus grandes, en fait, on va s'apercevoir que les inégalités vont être de plus en plus grandes. Avant, il y avait une différence nette entre ville et campagne. Aujourd'hui, à l'intérieur des villes, on va avoir les quartiers riches parfaitement intégrés à la mondialisation, où les décisions se prennent, et puis bah, des quartiers beaucoup plus en difficulté. Voilà, beaucoup de problèmes liés à cette métropolisation, et c'est ce que nous verrons donc à la fin. Nous accompagnerons tout ça ensuite d'un petit zoom sur la France, notamment pour voir la situation. Tout ça, ça nous amène à notre problématique, et cette problématique qui est donc assez simple, comment les métropoles organisent-elles l'espace mondial à toutes les échelles? Espace mondial, désolé, une petite faute de frappe, il n'y a pas de E. Alors, voilà. Et nous attaquons tout de suite le vif du sujet, la première partie, donc qu'on va intituler de l'urbanisation à la métropolisation, cette partie que nous allons voir aujourd'hui. Et dans un premier A, un monde toujours plus urbain. Alors, pour illustrer notre première partie, donc de ce grand A, un monde toujours plus urbain, je vous propose une reconstitution de la cité-État d'Uruk. Alors, la cité-État d'Uruk, faut le savoir, donc c'est une cité-État de Mésopotamie qui a commencé à se former à la fin de la préhistoire, donc dans la période du Néolithique. On est au 4e millénaire ici avant Jésus-Christ. On estime que la cité-État d'Uruk accueillait à peu près 10 000 habitants. Pourquoi cette illustration? Tout simplement pour que vous compreniez bien que l'urbanisation, c'est un phénomène très ancien. Dès que l'homme a arrêté d'être nomade, qu'il a arrêté d'être chasseur-cueilleur, eh bien, il a commencé à se regrouper dans des villages. Et ces villages, à certains endroits, sont devenus des villes, notamment en raison du développement du commerce. Voilà, les villes devenaient ces fameux lieux d'échange privilégiés et ont pu se développer. Ça, tout au long de l'histoire, on retrouve donc des traces de très grandes villes. Alors ici, par exemple, je vous donne une reconstitution, hein, c'est la maquette qu'on peut trouver à l'université de Caen, donc de Rome dans l'Antiquité. On est ici sur une cité qui faisait 1 million d'habitants quand même. Donc c'est pour bien vous montrer que il y a eu tout au long de l'histoire des très grandes villes. Mais on va relativiser tout ça avec quelques chiffres. Voilà, donc ces chiffres ici, c'est que malgré ces exceptions comme Rome, comme Uruk, comme Constantinople, etc., en 1800, on n'a quand même que 3,4% d'urbains dans le monde. Là va commencer un déclic. Ce déclic, tout simplement, de cette urbanisation, c'est la révolution industrielle, bien sûr, qui commence à la fin du XVIIIe siècle et qui va provoquer l'exode rural. Donc, tout simplement, je le rappelle très rapidement pour vous expliquer les faits. On est ici donc sur un phénomène avec la machine à vapeur commencent à arriver les premières usines. Ces usines ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre
Et dans le même temps, la population commençant à augmenter, puisqu'en Europe, on a entamé ce qu'on appelle la transition démographique, eh bien, il y a une surpopulation dans les campagnes. Donc ce phénomène d'appel d'air dans les villes qui ont besoin de main-d'œuvre pour les usines et de surpopulation dans les campagnes va entraîner la première véritable urbanisation. Donc cet exode rural et donc de plus en plus de personnes vont aller s'installer en ville. Cependant, comme on peut le voir ici avec les chiffres qui vous sont donnés, ça reste quelque chose d'assez, on va dire, discret ou plutôt d'assez faible. Voilà, c'est plutôt le bon terme. On va être sur quelque chose d'assez faible, 3,4% d'urbain, et on passe 150 ans plus tard à peine 30% d'urbain dans le monde. Parce que tout simplement ici, en fait, si l'urbanisation a réellement démarré en Europe, en Amérique, ailleurs dans le monde, on est encore dans des sociétés profondément rurales. Et puis donc ce cap de 1950, il n'est pas anodin, puisque là on va rentrer après l'ère industrielle, c'est le monde entier qui va rentrer dans son ère industrielle avec le développement de la mondialisation, de cette nouvelle phase de la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ici, avec la multiplication des échanges, tout simplement, de plus en plus de territoires vont être intégrés à la mondialisation. Les espaces productifs vont aller s'installer aux quatre coins de la planète. On va délocaliser. Et donc des usines vont pousser un peu partout et vont embaucher tout simplement dans tous les pays de la planète quasiment, alors pas tous mais quasiment tous, de nombreuses personnes. Ces nombreuses personnes étaient à la campagne, vont aller s'installer, vont venir travailler en ville. Donc là, on va vraiment être sur une phase ascendante et continue de l'urbanisation qui aboutit en 2007, et cette date elle est importante, c'est pour ça que je la mets, où pour la première fois de l'humanité, il y a eu plus d'urbains que de ruraux. Aujourd'hui, on en arrive à 57% d'urbains dans le monde, donc vous voyez, ça continue d'augmenter, et on estime qu'on atteindra 68% d'urbains dans le monde d'ici 2050. Donc ici, pour faciliter votre prise de notes, je vous propose un petit récapitulatif de ce qu'on a dit jusque-là, de ces 10 premières minutes. Donc voilà, l'urbanisation, c'est un phénomène très ancien. Il remonte même à la préhistoire, mais c'est un phénomène qui était très longtemps marginal. L'écrasante majorité de la population était encore rurale. Et puis donc, à partir du 19e siècle, on a cette accélération qui aboutit en 2007, cette accélération continue, hein, d'accord, qui aboutit en 2007 à cette transition urbaine. Ça y est, il y a plus d'habitants en ville qu'à la campagne. L'urbanisation, donc comme je viens de le dire, a commencé dans les pays développés et aujourd'hui concerne, on va le voir, l'immense majorité des pays du monde. Hein. Tous les pays du monde s'urbanisent. En 2020, je le répète, 57% de la population est urbaine et les projections nous parlent de 68% en 2050, mais ça, c'est la prospective, on n'a pas une certitude. On reste dans ce grand A, mais on va attaquer une deuxième idée. Cette deuxième idée, c'est de bien vous faire comprendre que l'urbanisation, c'est un phénomène qui touche le monde entier, mais qui n'est absolument pas homogène. Ici, donc, avec cette illustration, dont vous voyez là, une petite partie de la légende a été coupée au scanner, mais ça ne devrait pas nous empêcher de comprendre. Donc, cette carte, elle illustre parfaitement cette absence d'homogénéité. Donc je vous laisse rapidement, donc vous pouvez la regarder en même temps et tout simplement voir. On va d'abord s'intéresser aux métropoles, aux agglomérations qui apparaissent sur la carte. Et bien déjà, au premier coup d'œil, on s'aperçoit que tous les continents ne sont pas égaux vis-à-vis des grandes villes. Très clairement, l'Amérique du Nord et l'Asie dominent, alors que l'Afrique est à la traîne. Donc déjà, rien que par le nombre de grandes villes, on s'aperçoit très très clairement qu'on n'est pas tous au même niveau en termes d'urbanisation. Mais surtout, ce qui est révélateur sur cette carte, c'est plutôt le figuré de surface. D'accord? Donc, ce qu'on voit avec le pourcentage d'urbanisation, alors c'est un petit peu coupé, mais on a les chiffres principaux en bas. On s'aperçoit que quand on est dans la couleur la plus orangée, c'est les pays qui sont les plus urbanisés, où voilà, on a la part de la population en ville est la plus élevée. Et apparaît très clairement ici les pays développés. Hein. Donc, vous pouvez voir bien sûr l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie de l'Est, l'Océanie et aussi l'Amérique du Sud. Donc là, c'est les pays les plus développés.
et les pays les premiers à s'être urbanisés. Donc là-bas, ça y est, donc le processus continue et on arrive à donc des taux très élevés, hein. Par exemple, en Belgique, on dépasse les 95% d'urbanisation. C'est pour vous donner un titre d'exemple. En France, on est à 85%. À l'inverse, on a, à l'opposé plutôt, on a donc l'Afrique. Là où l'Afrique et une partie de l'Asie centrale sont les derniers territoires sur la planète où, et quand je parle de l'Afrique, alors pas toute l'Afrique, mais une bonne partie, notamment l'Afrique centrale, subsaharienne. Donc on constate ici qu'une bonne partie de la population est encore rurale. On est sous le seuil des 50% pour beaucoup de ces pays. Donc ici, vous voyez, c'est bien ce que je reprends ce que je disais, on n'est pas du tout sur un phénomène homogène. On a des pays, des continents très fortement urbanisés, alors qu'à l'inverse, on a des continents, notamment l'Afrique, qui n'a pas encore atteint sa transition urbaine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore plus de 50% de sa population qui habite en ville. Donc pas d'homogénéité, je le répète une troisième fois. Ici, par contre, ce qu'on va voir, c'est que cette deuxième carte, c'est quasiment la même, avec des informations différentes, et elle va surtout nous apprendre qu'on tend vers l'homogénéité. Puisqu'ici, au lieu d'avoir le taux d'urbanisation, vous avez la croissance urbaine dans chaque pays. Et là, d'un seul coup, si vous regardez bien, je fais un rapide retour, vous allez voir sur la diapositive précédente, donc je vous laisse essayer de bien comprendre. Donc, pardon, non, j'arrive pas à faire le retour, vous le ferez vous-même. Donc ici, l'idée c'est de comprendre que donc on est, vous voyez, les pays qui étaient les plus urbanisés, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Océanie, l'Asie de l'Est, sont les pays ou dans les territoires dans lesquels l'urbanisation est aujourd'hui la plus faible. Bah, en fait, c'est un phénomène qui est tout à fait logique, hein, vu qu'on atteint on arrive dans des pourcentages qui sont très très élevés. Ben voilà, même si les villes continuent à grandir, on ne peut plus, se rapprochant inéluctablement des 100% qu'on n'atteindra jamais, bah, ça progresse lentement. À l'inverse, les territoires, l'Asie centrale et surtout l'Afrique subsaharienne, où là on était sur des taux d'urbanisation extrêmement faibles, en dessous des 50%, eh bien c'est les territoires où la croissance urbaine est la plus rapide. D'accord? On est autour, donc les villes, hein, vous avez l'évolution du taux d'urbanisation ici, on est entre 3 et 6% à chaque année. C'est énorme. Donc tout simplement, là, bah, on a un phénomène de rattrapage. De plus en plus de personnes dans ces pays vont vivre en ville, ce qui fait qu'à plus ou moins long terme, on ne sait pas, à la fin du siècle, eh bien on pourrait avoir cette fois-ci un monde bah, homogène, avec plus de 75% d'urbains dans tous les continents, dans quasiment tous les pays. Pour terminer cette première sous-partie, je vous propose ici un dernier document sur la répartition de la population urbaine par continent. Mais moi, ce qui va m'intéresser là, c'est de constater l'évolution de la population rurale dans le monde ici. Donc, vous voyez cette courbe verte au milieu du graphique, pour bien que vous compreniez que la population urbaine augmente parce qu'il y a de plus en plus d'habitants sur Terre, mais pas uniquement, puisque on s'aperçoit que la population rurale, elle, si vous regardez bien, a connu une progression quasiment parallèle à la population urbaine jusque dans les années 90. Et puis bah là, donc on arrive aujourd'hui clairement à un palier, voire même à une diminution du nombre d'habitants dans les villes, dans les campagnes. Ce qui montre vraiment que une coupure nette aujourd'hui dans nos sociétés. On était dans un monde rural qui va l'être de moins en moins, alors que de plus en plus d'habitants vont dans les villes et que vraiment la différence va se creuser de manière très importante dans les prochaines années. Donc on est vraiment sur un changement fort dans l'histoire de l'humanité. Et il fallait quand même le retenir ici. Donc la population urbaine, je récapitule tout ça, augmente parce que la population augmente, donc c'est mathématique, mais elle augmente aussi parce que les gens continuent de quitter les campagnes pour aller s'installer en ville, puisque alors que même la population mondiale augmente, la population rurale dans le monde, elle, diminue. Et donc l'écart entre les deux se creuse de plus en plus. Il est temps de refaire le point. Donc on va, comme c'est marqué, récapituler. Donc les trois grandes idées de cette fin de première sous-partie.
Donc l'urbanisation n'est pas un phénomène homogène, c'est ce qu'on a vu avec la première carte. Il existe de grandes différences entre les continents et les pays, hein. Le meilleur exemple, c'est entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, par exemple. Cependant, ces écarts ont tendance à se réduire. L'urbanisation tend à devenir homogène. Elle ralentit tout en continuant d'augmenter, sauf à quelques rares exceptions près, dans les pays développés et augmente très rapidement dans les pays en développement, en Afrique et en Asie. Ce qui fait qu'à plus ou moins long terme, peut-être d'ici la fin du siècle, on arrivera vraiment à un phénomène beaucoup plus homogène qu'aujourd'hui. Et ce qu'on va finir, c'est bien marqué que là, il y a une rupture qui se fait par rapport à tout ce qu'a l'humanité connu, avec une population rurale qui diminue, preuve que l'urbanisation est un phénomène extrêmement dynamique. Voilà pour cette première sous-partie. Donc cette première sous-partie, c'était un peu une introduction à notre cours, puisqu'on n'a pas encore parlé de métropolisation, qui est le thème fort. Voici qu'on y arrive, donc dans ce grand B qu'on va appeler métropolisation et mondialisation, puisque comme on l'a vu en introduction, ces deux phénomènes sont extrêmement liés, et on va essayer de le démontrer tout au long de ce grand B. Ici, pour commencer, un peu étonnant, puisqu'on parle de métropole, et je vous montre la démographie de la ville de Flers. Tout simplement, j'ai pris pour vous parler, ici, pour que ça vous parle, une ville que tout le monde connaît, que vous compreniez bien, et on va retrouver les différentes phases justement de l'urbanisation et peut-être de la métropolisation, c'est ce qu'on va voir. Donc ici, vous avez l'évolution de la ville de Flers depuis 1793, comme vous pouvez voir en haut à gauche du document, et on voit très nettement au 19e siècle, l'urbanisation qui commence réellement à Flers. Alors ça peut paraître assez faible comme augmentation, mais entre 1793 par exemple et tout simplement 1841, donc en 50 ans, on a la population de Flers qui a été multipliée par plus que 2. Et on retrouve ce coefficient multiplicateur assez fréquemment, hein, donc c'est énorme. La population en 100 ans, la population de Flers, hein, si on fait simplement, elle est passée de 2600 habitants à quasiment 14 000 habitants en 1891. Voilà, là ça vous montre vraiment en un siècle à quel point la ville de Flers a pu se changer. C'est l'urbanisation qui est liée à l'industrialisation. Les gens quittent les campagnes pour venir s'installer là où il y a des usines, et à Flers il y a des usines, donc la ville de Flers gagne énormément d'habitants. Ça va globalement stagner parce que la démographie française va stagner, parce que voilà, tout simplement. Et on va retrouver ensuite, par contre, on va retrouver cette accélération exactement comme dans les quelques chiffres que je vous ai donnés après 1950. Où là aussi, donc on rentre dans une nouvelle ère de mondialisation et d'industrialisation. Et donc en France, c'est les 30 Glorieuses par exemple, et on voit très très bien que ces 30 Glorieuses bénéficient beaucoup à Flers puisque la population augmente et atteint en 1975 plus de 20 000 habitants. Ce sera le maximum pour Flers. Et depuis 1975, Flers a commencé un lent déclin. Donc voilà, donc là c'est la situation de la ville de Flers. Donc vous voyez, ça reprend vraiment tout ce qu'on a dit. Mais par contre, sur la fin, on se retrouve quand même sur une information qui doit, j'espère, vous paraître à peu près contradictoire. On n'arrête pas de dire depuis le début du chapitre qu'il y a de plus en plus d'habitants en ville. Et pourtant là, sur Flers, on constate que Flers perd des habitants. Et pourtant, en France, hein, la France gagne des habitants en ville. Il y a de plus en plus d'urbains en France. Donc là, ce phénomène, il n'est pas unique à Flers. On pourrait se dire, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose à Flers. Non, non, énormément de villes de la taille à peu près de Flers, notamment toutes les villes du blocage normand, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Vraiment, toutes les villes de France à peu près dans cette catégorie-là connaissent ce phénomène de diminution de leurs habitants. Alors la première explication qu'il faut prendre en compte quand même, mais qui n'est pas suffisante, c'est que pas mal d'habitants de Flers sont tout simplement partis de Flers pour aller s'installer à côté, la périurbanisation. C'est un phénomène qu'on reverra, qu'on réétudiera beaucoup plus en profondeur un peu plus tard dans l'année. Voilà, ça c'était que vous compreniez bien quand même. Il y a quelques habitants qui sont partis comme ça, mais c'est pas du tout le cas de la majorité. La majorité des habitants qui sont partis de Flers, ou en tout cas qui ne sont pas venus s'installer à Flers, mais qui ont préféré aller s'installer justement ailleurs. Et là, maintenant, on va faire justement que vous voyez, on va comparer avec ici la ville de Nantes. Donc on a quasiment les mêmes dates, toujours les sources de l'INSEE.
Et on va retrouver des phénomènes très similaires. Alors on joue pas du tout dans la même catégorie ici. Vous voyez, en 1793, là où Flers avait 2000 habitants, on en avait déjà 80 000 à Nantes. Nantes, c'était une ville très très développée qui s'est notamment qui était extrêmement prospère grâce au commerce triangulaire et à la traite négrière. Et donc voilà, ce déclin se ressent un peu, la population baisse un peu, et puis après, donc on a une lente augmentation, tout va bien. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est on va revenir à 1975. Donc, je vous laisse trouver 1975 sur le document et constater que on va voir là aussi, on va voir comme à Flers après 1975, un déclin. Voilà. Et un déclin assez significatif dans les années 80, mais là où Flers a continué à perdre des habitants, Nantes, vous voyez, a vraiment regagné énormément d'habitants, et aujourd'hui, avec les chiffres ici de 2016, ben, tout simplement, n'a jamais compté autant d'habitants. Vous voyez là, donc c'est toute la différence ici entre une ville qui n'est pas une métropole et Nantes qui est une métropole. Et donc Nantes attire de plus en plus. Elle attire voilà, des gens qui, on va le voir, viennent chercher du travail, viennent pour les services, pour les loisirs, viennent pour le cadre de vie, etc. Mais c'est surtout l'emploi. Et donc ça attire de plus en plus de personnes. Nantes, c'est une des métropoles les plus dynamiques de France. Voilà, mais toutes les métropoles, hein, toutes les grandes villes françaises, c'est ce qu'on va voir, à l'exception de Paris, mais on accordera une partie là-dessus, sont dans ce phénomène d'accroissement démographique. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, je le redis, que ce soit clair pour vos notes. Là, ici, on a clairement les caractéristiques d'une métropole, puisqu'on est sur une ville qui gagne beaucoup d'habitants depuis une trentaine d'années à peu près. Pour confirmer mon propos, je vous propose cette carte ici. Cette carte, c'est l'augmentation des densités de population dans les villes. Et ce que vous allez constater ici, c'est que quand c'est en rouge sur la carte, ou quand c'est en orange, ben voilà, mais surtout quand c'est en rouge, mais aussi un peu en orange, c'est que ça augmente. D'accord? Et quand c'est en rouge, c'est que ça augmente énormément, que la densité a énormément augmenté. Eh bien, il suffit de regarder, d'accord? Et tout ce qui est en rouge ici à peu près sur la carte, à quelques exceptions près, ben, on est sur des métropoles. Vous avez Nantes, vous voyez, qui apparaît. On va voir Rennes, on va voir Bordeaux, Toulouse, Nice, Marseille. Même voilà, ça pour celles qui augmentent le plus vite, mais après on peut voir, on a aussi Lyon, Grenoble, Paris, bien sûr, Strasbourg, etc. En gros, dans toutes les métropoles, il n'y a pas de bleu. C'est-à-dire que ça ne diminue pas. C'est là que on voit bien donc ici que ce sont les endroits, les territoires, ces métropoles qui attirent le plus. C'est elles qui progressent le plus aujourd'hui en France. Donc voilà, donc c'est ici que l'essentiel de la croissance urbaine se fait. C'est le cœur de mon propos et j'espère que vous l'intégrez comme il se doit. Alors maintenant, bah on va tout simplement essayer d'expliquer le pourquoi de ce phénomène. Comment ça se fait que la population aujourd'hui, alors qu'avant c'était absolument pas le cas, pourquoi aujourd'hui elle se concentre essentiellement ou quasi même exclusivement dans les grandes villes, dans ces fameuses métropoles? Et bien tout simplement, c'est lié au phénomène dont vous avez la définition ici devant vous, c'est la mondialisation. On va essayer de comprendre et je vais vous le montrer via un exemple. On va prendre l'exemple d'Apple pour que vous compreniez bien. Et vous allez essayer de comprendre ce phénomène. Donc ici, je vous donne une définition que j'aime beaucoup. Vous trouverez plein de définitions différentes de la mondialisation. Donc la partie écrite en grand, c'est vraiment la définition qu'il faut retenir. C'est-à-dire donc ce processus continu d'intensification et de fluidification des échanges porté par l'essor des transports et des mobilités et accéléré depuis les années 70 par les systèmes contemporains de communication et de circulation de l'information. Bref, tout ça pour dire que c'est une accélération des échanges et une intensification des échanges à l'échelle de la planète, rendue possible par l'accélération et la modernisation des transports et des communications type Internet. Vous avez en dessous, d'accord, un petit paragraphe que je vous laisserai lire tranquillement, mais voilà, qui nuance un petit peu le propos, mais retenez vraiment ces premières lignes ici. Ça, c'est la mondialisation. Alors, en quoi la mondialisation, elle entraîne la métropolisation maintenant? Et ben pour le comprendre, je vous propose ici un schéma. Le schéma, c'est via Apple et la construction, la fabrication de son iPhone. Donc, tout simplement,
avec l'amélioration des techniques de transport, des moyens de transport et des techniques de communication, des entreprises comme Apple, mais toutes les grandes entreprises ont fait ça, ont très vite compris qu'elles pouvaient gagner à délocaliser leurs activités loin, dans des pays où notamment la main-d'œuvre était moins chère, ce qui leur permettait essentiellement d'améliorer leur marge, mais aussi de conquérir de nouveaux marchés. Donc cette double motivation a entraîné une intensification et un énorme phénomène de délocalisation dont Apple est un excellent exemple. Pour comprendre ici, donc, Apple va se servir de cette mondialisation pour se développer. On a à Cupertino en Californie le siège d'Apple, c'est toujours là-bas. Maintenant, Apple, jusqu'en 2002, fabriquait quasiment tout aux États-Unis. Voilà, pour des raisons de commodité, etc. Et puis, ben, au moment où ils entament le virage vers les nouvelles technologies, enfin, c'est une entreprise de nouvelles technologies, mais quand ils font le virage de l'iPhone, eh bien, ils décident pour la première fois de délocaliser. Et cette délocalisation, donc, ils vont aller en Chine installer leur usine. Pour que vous compreniez bien, donc, vous allez voir où je veux en venir. L'usine d'assemblage s'installe donc en Chine. Mais pour fabriquer cet iPhone, il faut énormément de choses. Vous voyez donc sur la carte ici, de nombreux pays sont sollicités. Ils n'y sont pas tous. Par exemple, les matières premières viennent soit d'Amérique du Sud, soit d'Afrique. Le lithium, le coltan, etc. Tout ce qui va vraiment nécessiter tout pour les microprocesseurs, etc. Enfin bref, pour les circuits électroniques. Tout ça, il nous faut ces matières premières qui viennent de là. Ensuite, donc le produit est conçu d'abord à Cupertino, donc en Californie, parce que c'est là qu'on trouve les meilleurs ingénieurs, et on est juste à côté des grandes universités. Donc Apple maintient son siège en Californie. Ensuite, par contre, elle décide d'externaliser une bonne partie de sa production, comme vous pouvez le voir. Alors certaines choses restent aux États-Unis, le système Wi-Fi, l'appareil photo, etc. On va sous-traiter en fait. Par exemple, l'écran tactile, on va aller au Japon ou en Corée du Sud, la batterie, le processeur, même en France, par exemple dans la région de Caen aujourd'hui, c'est là où on fait le Face ID des derniers Apple. Pour vous donner à titre d'exemple. Et donc, tous ces objets-là sont fabriqués par souvent une main-d'œuvre extrêmement compétente. Et tout ceci, toute cette production est envoyée donc à Shenzhen, où tout ça va être assemblé et donné à l'iPhone. Les matières premières y vont, les processeurs, tout ce qui rentre dans la composition, tout ça s'est envoyé. Et ce sont donc des ouvriers chinois, voilà, utilisés parce que leur coût de main-d'œuvre est beaucoup moins élevé, et bien qui vont assembler cet iPhone qui va ensuite être renvoyé dans le monde entier. Donc tout ça, ça veut dire que les transports, ça coûte rien, parce que si les coûts de transport a été trop élevés, ben il y a tellement de voilà, l'iPhone et ses composants font 40 fois le tour de la Terre avant de finir dans le téléphone. Donc ici, donc que je reprenne mon propos, donc tout arrive à Shenzhen, c'est assemblé, ça repart ensuite dans le monde entier. Alors maintenant, quel est le lien avec la métropolisation? Tout simplement, eh bien, quand Apple a décidé, par exemple, de faire appel à une entreprise, je dis par exemple française, pour, vous voyez ici, l'électromécanique, eh bien, ça a généré des emplois. Mais pour avoir le marché, il faut que cette entreprise française, elle puisse facilement envoyer ses pièces en Chine pour l'assemblage et qu'elle puisse être facilement en relation avec Cupertino pour communiquer avec Apple. Donc il faut impérativement que cette ville soit donc bien desservie. Ça, on va pas pouvoir mettre ça au milieu du bocage sans internet. Donc du coup, bah, quels sont les endroits qui sont naturellement les mieux desservis le long des axes routiers avec des aéroports? Bien les grandes villes, tout simplement. Et donc ces grandes villes, vu qu'elles sont parfaitement situées, qu'elles avaient déjà tout ce qu'il fallait pour se développer, eh bien elles ont attiré les entreprises. En attirant les entreprises, elles ont généré des emplois et elles génèrent surtout beaucoup de richesses. On est typiquement ici dans la définition d'une métropole. On peut reprendre l'exemple voilà, avec Shenzhen qui s'est mis à attirer énormément de main-d'œuvre venue travailler dans les usines Apple.
Et pourquoi on choisit Shenzhen? Alors parce que la main-d'œuvre y est pas chère, mais aussi parce que Shenzhen, c'est à côté de la mer, donc on a un port énorme qui va pouvoir emmener tout ça, emmener les iPhones aux quatre coins de la planète. On a des aéroports, des routes, etc. Et donc voilà, donc forcément, Apple a choisi cette ville, cette grande ville. C'était déjà une grande ville. Et celle-ci n'a cessé de se développer. Aujourd'hui, bah voilà, les habitants autour de Shenzhen et même de plus loin, les Chinois vont à Shenzhen. Il y a un exode rural vers Shenzhen pour aller travailler parce qu'il y a de l'emploi pour fabriquer des iPhones et tout un tas d'autres choses. Et tout ça, on peut le répéter sur tous les pays. Voilà, à chaque fois, donc quand Apple décide d'ouvrir ou d'installer une usine ou de faire travailler pour elle un sous-traitant, etc., elle génère des emplois, mais elle ne choisit pas non plus ces endroits au hasard. Il faut impérativement qu'ils soient reliés facilement avec les autres parties du monde, et donc il fallait qu'il y ait des prédispositions, donc voilà, des transports, des infrastructures de transport, une bonne connexion Internet, enfin une bonne... Et voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve donc avec ces grandes villes qui sont finalement les portes d'entrée vers les marchés. Je veux m'installer aujourd'hui en Chine avec mon entreprise française, et ben, je vais plutôt m'installer dans une ville où j'ai un aéroport, où j'ai un port, etc., où je peux facilement être en communication. Et donc ces endroits sont des villes. Ces villes vont attirer de plus en plus de personnes, donc ces villes vont devenir des métropoles. Et voilà. Et donc on est dans ce cercle vertueux. Elles attirent de plus en plus d'emplois. Donc elles génèrent de plus en plus de richesses, donc elles créent de plus en plus aussi de services, etc. On aménage, on agrandit les aéroports, on agrandit les ports, donc elles sont de plus en plus attractives. On est dans ce cercle vertueux de la métropolisation. J'espère avoir été clair, et sinon, de toute façon, on pourra redévelopper tout ça en cours. Donc, comme je viens de le dire, cette métropolisation ne se fait pas au hasard. C'est un processus, on va dire, sélectif. C'est-à-dire que les villes qui deviennent des métropoles avaient déjà des prédispositions pour capter les flux de la mondialisation. L'exemple ici meilleur, bah, tout simplement, par exemple, vous avez New York. New York, regardez, donc sur cette carte, vous avez, avant même d'être considéré comme une grande métropole, vous aviez déjà tout ce qu'il fallait, tout était réuni, des ports, des aéroports, des grandes universités prestigieuses, et aussi, par exemple, c'est ainsi, donc c'est devenu une grande place boursière, etc. Donc, on avait déjà toutes les infrastructures tout simplement pour se développer. Et quelqu'un qui voudrait faire des affaires avec les États-Unis, bah, s'installer à New York, ça paraît être un choix pertinent, puisque vous avez des grandes universités, donc vous aurez une main-d'œuvre très qualifiée, par exemple. Vous avez donc ici des ports qui vont vous permettre d'importer, d'exporter de la marchandise. Vous avez des aéroports qui vont vous permettre de facilement venir à New York, des autoroutes, etc. Donc ici, New York apparaît clairement comme une porte d'entrée pour le marché américain ou pour la sortie du marché américain pour aller vers l'extérieur. Euh, donc tout ça continue à se développer, donc forcément ça a créé des emplois à New York, ça a créé de la richesse, New York est devenu important, et donc c'est ainsi que par exemple sa place boursière s'est encore plus développée. C'est ainsi qu'en 1945 l'ONU décide de s'y installer, etc. Donc on se retrouve, enfin voilà. Donc New York, c'est typiquement, ça nous montre que toutes les grandes villes ne sont pas forcément des métropoles. Elles doivent réunir un certain nombre de conditions. Ce qu'elles doivent réunir, donc c'est notamment des fonctions de commandement. Donc ici, elles sont symbolisées par l'ONU, par les grandes bourses. euh, Elle doit aussi donc des fonctions culturelles, c'est très important aussi. Donc là, on l'a avec les grandes universités, avec tous les parcs, les musées. On doit surtout avoir des infrastructures de transport majeures. Donc ici, on a des aéroports. Alors là, on n'en voit qu'un, mais il y en a beaucoup plus. On a bien sûr des ports, des autoroutes, etc. Donc New York est très facilement relié avec le monde entier. Et donc voilà, donc New York était dans les meilleures dispositions, et donc New York a très vite capté énormément de flux de la mondialisation, et donc a créé encore plus d'emplois, donc a créé encore plus de richesses, et New York est devenue aujourd'hui une métropole de rang mondial, où les décisions qui s'y prennent ont un impact sur la planète entière. J'espère avoir été clair, donc ici, vraiment je vous compreniez, c'est pas parce qu'on est une grande ville qu'on a beaucoup d'habitants,
qu'on est automatiquement une métropole. Si on n'a pas, si on génère pas beaucoup d'emplois, si on n'a pas beaucoup d'infrastructures, de transport, etc., on reste quand même à la marge de la mondialisation et donc on rate la métropolisation. Aujourd'hui, donc ces grandes métropoles, il y en a quatre, les quatre grandes métropoles mondiales, on va les redéfinir, mais je vous les donne tout de suite. On a New York, Londres, Paris et Tokyo. Donc, la métropolisation, c'est un processus sélectif, mais qui n'est pas complètement fermé. C'est pas parce qu'on n'est pas une métropole tout de suite, d'accord, qu'on ne peut pas le devenir. Au contraire, justement, aujourd'hui, de plus en plus de grandes villes deviennent des métropoles. C'est ce qu'on va donc, c'est-à-dire, on va parler de processus évolutif. Une grande ville peut se transformer, peut devenir une métropole. Vous avez ici l'exemple que je vous donne, qui est Istanbul en Turquie. Alors, Istanbul en Turquie, donc déjà, historiquement, il y avait de bonnes dispositions, on va en reparler, mais Istanbul jusque dans les années 80, ne jouait pas un rôle très important. C'était une grande ville, sans influence autre que nationale. Et puis donc, cependant, dans les années 1980, la Turquie commence à adhérer au marché, à la mondialisation, s'implique dans la mondialisation, comprend qu'elle peut y gagner. Et donc, en entrant dans ce processus de mondialisation, il s'avère que Istanbul possédait de nombreux atouts, et notamment une situation géographique exceptionnelle, à la frontière entre l'Europe et l'Asie, sur le détroit du Bosphore, avec déjà de nombreuses infrastructures routières, aéroportuaires, etc. Donc on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Et à partir de là, eh bien, Istanbul, tout simplement, va pouvoir se développer grâce à ça, grâce à la situation notamment portuaire. Donc elle va recevoir de plus en plus de flux, voilà, pour développer le marché. Elle va s'imposer vraiment comme une capitale un peu régionale, hein, de vraiment du Proche-Orient, et va donc se développer. Et va devenir finalement aujourd'hui une métropole. Et rien que sur ce schéma ici, on a les preuves que Istanbul est passé de grande ville à tout simplement métropole. Donc vous avez ici, donc on avait déjà le Bosphore, on a les nombreuses autoroutes, on a les nombreux aéroports, vous avez les petits hexagones, excusez-moi. Donc ici pour nous montrer qu'on a des quartiers d'affaires, on a le centre historique, donc qui attire aussi donc un centre culturel, un rayonnement culturel, et donc d'une ville anonyme quasiment dans les années 80, et ben aujourd'hui, Istanbul fait partie des métropoles voilà, internationales. Alors c'est pas non plus, on n'est pas encore sur une métropole au niveau de New York, de Paris, etc. Mais c'est une ville voilà, qui gagne en influence. Je vous laisserai alors voilà mettre pause si vous voulez pour lire le petit document qui vous explique ça, là, le document 5, la métropolisation à Istanbul, qui nous montre que Istanbul avait déjà des atouts et qu'elle a su les mettre en avant et qu'elle a ainsi réussi à passer donc de grande ville à métropole et qu'aujourd'hui elle capte les flux de la mondialisation. Mais surtout, vous avez les données statistiques, là, le document 2, de cette transformation qui nous montre bien. Donc, par exemple, on voit bien que aujourd'hui, Istanbul, son poids est prépondérant sur la Turquie. Ça a toujours été le cas, mais là, je vous invite à regarder la deuxième ligne, part dans la population de la Turquie. Aujourd'hui, c'est 19, donc on va dire 20% de la population de la Turquie, alors qu'en 1950, Istanbul, ce n'était que 5,5%, donc c'est déjà important. Mais là, donc un habitant sur 5 aujourd'hui vit à Istanbul. En gros, il y a un très fort exode des Turcs qui quittent les autres régions, et souvent des zones plutôt rurales, pour venir s'installer, trouver un emploi à Istanbul, car il y a beaucoup d'emplois, car grâce à la mondialisation, de nombreux emplois sont créés à Istanbul et autour d'Istanbul, et donc forcément ça attire énormément d'habitants, ce qui nous donne aujourd'hui une ville de 15 millions d'habitants, hein, vous l'avez juste au-dessus, soit une progression de plus 20% lors des 10 dernières années où on a les chiffres. Voilà. Et derrière, donc vous avez la dernière, là, le produit urbain brut. Alors cette donnée-là, elle n'est pas essentielle, mais vous voyez, comprendre, c'est les revenus générés par la ville. Donc bah tout simplement, Istanbul aujourd'hui, ça pèse pour un tiers du PIB, donc de la richesse produite par la Turquie. Bah, un tiers, ça se passe
à Istanbul. C'est tout simplement colossal. Et c'est vraiment la preuve que qu'on avance, et j'espère que ce que vous allez retenir, c'est cette concentration des emplois, de la richesse, des fonctions de commandement, etc., même si Istanbul n'est pas la capitale politique, euh, dans les grandes villes, dans les métropoles. Et là, Istanbul, c'en est un parfait reflet. On est sur une ville qui aujourd'hui, voilà, parce qu'elle joue un rôle dans la mondialisation, euh, capte de plus en plus les flux de la Turquie vers le monde. C'est voilà, c'est la porte d'entrée en fait vers la Turquie pour les flux de la mondialisation. On a tout ce qu'il faut, les aéroports, le port, etc. Donc tout passe par Istanbul. Et donc bah, tout simplement, bah, une nouvelle fois, je suis un entrepreneur turc qui a envie de pour se développer de commercer avec le monde, ou je suis un entrepreneur français qui veut s'implanter en Turquie. Eh bien, je vais m'implanter à Istanbul parce que j'aurai tout ce qu'il faut, j'aurai les infrastructures de transport, j'aurai la main-d'œuvre sous la main. Ce sera quand même beaucoup plus facile que de s'installer au milieu de l'Anatolie. Donc voilà, j'espère que vous avez bien saisi tout ça. Donc la différence entre New York, qui avait déjà tout d'une métropole avant d'en être véritablement une, en fait, c'était déjà avec. Et donc tout simplement, bah, quand la mondialisation s'est mise en place, New York est apparue comme une ville majeure. Et à l'inverse, à l'opposé, vous avez des villes qui, pendant très longtemps, ont joué, étaient juste de grandes villes, sans véritablement structure, et sont devenues progressivement, à mesure que leurs pays se sont intégrés au système économique mondial, bah, sont devenus tout simplement des métropoles. Et aujourd'hui, ben, c'est ces villes-là où la population augmente très fortement. Nous en arrivons maintenant à la fin de notre grand 1. Et donc, nous allons récapituler une dernière fois ce qui a été vu sur la métropolisation. Donc, c'est un phénomène qui est apparu avec la mondialisation, avec la multiplication des échanges à l'échelle de la planète. Tout simplement, les métropoles sont devenues les lieux privilégiés justement de cette mondialisation. Les flux passent par les métropoles, que ce soit des flux de transport, des flux financiers, etc. Il faut des endroits où on capte ces flux, et avant d'être redistribués ailleurs dans les territoires, eh bien ce sont les métropoles. Moi je parle ici donc de portes d'accès vers les espaces productifs. Et donc c'est ces métropoles aussi qui ont pour but de les mettre en relation. Aujourd'hui, vous prenez un avion, d'accord, bah, tout simplement, ça va relier, je dis n'importe quoi, mais Paris à New York. Et ensuite, à vous, si vous voulez pas aller à New York, mais ailleurs aux États-Unis, alors vous irez vers, on va vous proposer des vols vers les autres métropoles, mais si vous voulez aller au fin fond du Delaware, eh bien par exemple, vous devrez prendre un avion vers New York et ensuite peut-être un vol intérieur ou un train. En tout cas, la porte d'accès pour la France, ici ce qu'on va parler parfois de hub, eh bien ça va être ces métropoles. Et donc forcément, vu que ce sont des endroits d'échange, etc., bah, beaucoup d'activités s'y créent, beaucoup d'emplois s'y créent. Pensez, mettez-vous, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais mettez-vous à la tête d'un chef d'entreprise. S'il veut s'installer, eh bien, autant s'installer dans une grande ville, puisqu'il y aura les infrastructures de transport, il aura la main-d'œuvre à porter. Ce serait quand même beaucoup plus pertinent de faire ça que de s'installer au fin fond de la campagne. Alors, bien sûr, ça dépendra du secteur d'activité, mais dans la plupart des cas, ce sera ça. Donc ici, pour finir, les deux notions clés, d'accord, sur lesquelles j'ai insisté, on a vu avec l'exemple de New York que la métropolisation, c'est un processus sélectif, c'est-à-dire que les métropoles sont surtout les villes les mieux dotées et qui disposent d'un rayonnement international. Voilà, si vous avez de bonnes infrastructures de transport, si vous avez de bonnes universités, si vous avez euh, un bon bassin d'emploi, eh bien tout simplement, vous êtes déjà éligible au statut de métropole en quelque sorte. La porte n'est pas forcément fermée puisque c'est aussi, deuxième idée, un processus évolutif. Donc là, c'était l'exemple d'Istanbul. Le nombre de métropoles n'arrête pas d'augmenter parce que de plus en plus de pays s'intègrent à la mondialisation des échanges. Et voilà. Et pour se développer, voilà, bah, ces métropoles sont les moteurs de leur développement. Elles captent les flux, voilà, parce que ce sont souvent les seuls qui ont l'aéroport, ce sont les seuls qui ont le centre de commandement où se prennent les décisions et qui vont vraiment rayonner là. Et donc bah forcément, donc bah, pour s'installer, les grandes entreprises, les États, etc. vont privilégier le contact avec ces métropoles. C'est exactement le cas d'Istanbul, qui a toujours été une ville importante en Turquie, mais qui là, depuis que la Turquie s'est totalement intégrée dans la mondialisation,
Eh bien, Istanbul est passé d'une ville importante à une métropole avec une influence internationale. J'espère avoir été le plus clair possible pour cette première partie. Donc ici, je vous reprends. Donc vous pouvez mettre ça en pause, regarder les documents, etc. J'espère que vous avez bien compris. L'idée, c'était de se lancer, de voir les premiers points. Et donc maintenant, on pourra continuer tout ça, notamment puisqu'on va se revoir. Euh, on va se revoir, ou on pourra échanger via le Discord pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite.